toutes et tous et bienvenue dans cette séance exceptionnelle du séminaire hebdomadaire du laboratoire Fouillons. Donc aujourd'hui, sur la recommandation du comité parité, comme on en a discuté lors de l'AG mardi, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Charlotte Jacquemot, qui est la directrice du département d'études cognitives à PSL, à l'ENS-PSL, et dont le titre est le suivant, et elle va nous l'expliquer. Faut-il un chromosome Y pour faire des mathématiques? La parole est à vous, Charlotte. Je vous en prie. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette invitation. Bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment ravie d'être là et de vous parler de ce sujet aujourd'hui. Donc, moi, je suis chercheuse en sciences cognitives et les sciences cognitives, on s'intéresse au comportement humain, au traitement qu'on fait dans le cerveau et aussi à la façon dont les humains interagissent, façonnent des sociétés, mais aussi une culture et des normes sociales. Et vous allez voir que tout ça est important pour comprendre le sujet dont on va parler aujourd'hui, qui est le sujet de la sous-représentation des femmes dans certains domaines scientifiques. Donc, j'ai choisi un titre un peu provocateur sur les maths, ici, dans un labo de maths. Mais on va voir au fur et à mesure de la présentation que c'est la présence des femmes dans des matières, donc des disciplines scientifiques, mais aussi des disciplines, dès qu'il y a de la responsabilité ou un effet de visibilité, les femmes sont de moins en moins présentes. Et à l'ENS, je coordonne le programme Femmes et filles de sciences depuis quelques années. Donc à l'ENS, comme dans pas mal de grandes écoles et pas mal de disciplines, on s'est rendu compte qu'on avait un problème de parité dans les domaines scientifiques et on essayait de comprendre ce qui entraîne les causes de cette absence de parité et comment y remédier. Donc, je vais commencer par quelques chiffres. Dans la population française, on a 51% de femmes. Ici, le code couleur que vous allez voir tout au long de la présentation, en vert les garçons et en orange les filles. C'est le code couleur qui a été choisi par le ministère de l'Égalité pour leur dernier rapport. Donc voilà, ça change un peu et pour essayer de complètement casser les stéréotypes. Donc ça, c'est les chiffres de la population française. Si on regarde maintenant d'autres chiffres un peu plus précisément, donc au sein des chercheurs et des chercheuses, on voit qu'en France, on a 30% de chercheuses, ça c'était les données 2024, et il y a certaines disciplines où on va encore avoir moins de femmes, donc notamment les maths, où on a 16% de mathématiciennes au CNRS. Alors ça dépend des sections, si c'est maths appliquées ou pas, mais quand ce n'est pas appliqué, vraiment le nombre de femmes est réduit. Et on peut regarder aussi dans l'innovation. Donc l'innovation, c'est les dépôts de brevets. Et en fait, quand on regarde les personnes qui déposent un brevet et le genre des personnes qui ont déposé un brevet, on voit que les femmes représentent à peu près 20% des personnes qui déposent un brevet. Mais en plus de ça, souvent, c'est des équipes où il y a des hommes et des femmes. Et quand c'est qu'une équipe de femmes, ça correspond à 4%. Donc, elles sont vraiment sous-représentées dans l'innovation. Donc, c'est un peu comme si on avait ça, au lieu d'avoir 51% de la population, on se retrouve avec vraiment beaucoup moins de femmes dans certains domaines. Et donc là, je vous parle de matière, de domaine scientifique, mais aussi ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, quand on regarde l'évolution de la carrière, souvent, en fait, au sein des étudiantes et des étudiants, doctorantes, doctorants, on n'a pas de problème de parité. Vraiment, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème de parité. Et par contre, plus on va monter dans la hiérarchie ou plus on va monter dans les études, c'est là que les femmes vont disparaître. Donc en doctorat, c'est pareil, donc pas de problème de parité. Maître de conf, on a déjà un peu moins de femmes. Qui passe l'HDR, encore moins, et professeur des universités, ce qui correspond au rang A, beaucoup moins de femmes, et présidente d'université, seulement 15%. Donc ça, c'est les données en France. Ça, c'est toutes les sciences ou juste la maths? Non, toutes les sciences. Ah, sinon, on est Donc là, voilà, donc c'est des chiffres quand même qui posent question. Donc là, je vous ai donné des chiffres en France. On peut regarder ça au niveau mondial. Au niveau mondial, on a à peu près 8 milliards d'humains, un tout petit peu moins de femmes que d'hommes pour d'autres raisons. Que je ne vais pas aborder ici. Et quand on regarde au niveau mondial combien il y a de femmes dans les sciences, combien il y a de femmes chercheuses, on est à 29% aussi. Donc, c'est toutes les sciences. Alors, quand je dis sciences, là, c'est toutes les sciences confondues. C'est les sciences humaines et sociales et les maths, la physique, la bio, etc. Donc, déjà, pareil, on observe un peu le même pattern que ce qu'on avait en France. Et il y a d'autres choses qu'on peut regarder. C'est notamment le prix Nobel. Donc, le prix Nobel ou la médaille Fields, qui est la reconnaissance ultime quand même dans la carrière de la recherche. Et c'est vraiment c'est ce qui permet de mettre en avant le travail d'un chercheur ou d'une chercheuse. Et là, en fait, on voit que les femmes sont très, très peu représentées au sein des différentes disciplines. Donc, j'ai mis la médaille Fields parce que même, enfin, voilà, quand même que les maths soient représentées, ici.
Donc, les femmes sont partout sous-représentées, et là où elles sont un peu moins sous-représentées, c'est la littérature et la paix, comme s'il y avait quand même certaines disciplines où les femmes pouvaient avoir leur mot à dire. Et quand on regarde ça, en fait, donc si on fait les calculs, là, depuis 1901, il y a 995 prix Nobel qui ont été attribués à des individus. Parfois, c'est des associations ou des groupes. Donc, si on regarde juste à des personnes, il y a seulement 68 femmes qui ont eu le prix Nobel. Et comme il y a une femme qui l'a eu 2 fois, ça fait que 67. Et ça correspond à un peu moins de 7%. Donc, d'une population mondiale où on a 50% de femmes, on passe à finalement seulement 7% de femmes qui ont reçu ce prix Nobel. Et quand on regarde ces chiffres, on peut se dire, en fait, il y a d'énormes différences entre les hommes et les femmes. C'est pas possible. Comment on obtient ces chiffres? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les causes d'une telle absence de parité? Donc ça, c'est les questions qu'on se pose, nous. Et en gros, il y a deux causes possibles, deux hypothèses possibles. La première hypothèse, c'est une hypothèse biologique. Il y a une différence biologique entre les hommes et les femmes. Il y a une différence entre le cerveau des hommes et des femmes, et qui entraînerait ces chiffres, qui entraînerait ces données-là. Ou la deuxième hypothèse, c'est plus une hypothèse culturelle, de normes sociales, de construction qui va se faire et qui va induire ces chiffres-là. Et là, ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de voir ces deux hypothèses et de déterminer laquelle peut expliquer ce qu'on observe. La première question, c'est est-ce que le cerveau des hommes et le cerveau des femmes sont différents ou pas? Et c'est une vraie question que je pose, et en plus, elle a été quand même elle était rentrée dans le débat du grand public, avec certains livres qui ont vraiment répondu cette idée qu'il y avait des grosses différences entre les hommes et les femmes qui viendraient de Vénus et les hommes de Mars, avec pas mal de bêtises qui sont dites dans ces livres. Et donc, il faut vraiment reprendre ça et regarder les données et voir ce qu'on peut dire des données. Donc, quand on travaille en sciences cognitives, il y a une chose qu'on peut faire, c'est tester des bébés. Et c'est très intéressant parce qu'on peut observer des facultés qui sont présentes très, très tôt chez les jeunes enfants, enfin vraiment chez les bébés. Et on peut regarder si on observe des différences entre les bébés garçons et les bébés filles. Donc, nous, au département d'études cognitives, on a un Baby Lab où on peut tester les bébés. Vous mettez du courant? Non, on enregistre le courant du cerveau. Et ce qu'on voit, donc ça, il y a toute une littérature là-dessus, c'est qu'il n'y a aucune différence entre les garçons et les filles, donc chez les bébés, pour traiter les objets, pour traiter l'espace, pour traiter les nombres, pour traiter le langage. Donc, chez les jeunes enfants, il n'y a aucune différence de faculté. Ensuite, les bébés grandissent et on peut observer le cerveau des hommes, le cerveau des femmes, et regarder s'il y a des différences. Donc, la première chose, et c'est une des choses qui avait été la plus étudiée avant, c'est la taille du cerveau. Et là, il se trouve qu'en fait, la taille du cerveau, elle est corrélée à notre taille. Et qu'en moyenne, les hommes sont plus grands que les femmes. Et en moyenne, le cerveau des hommes a un volume plus grand que le cerveau des femmes. Donc ça, c'est une première chose, et ça, c'est vrai partout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une corrélation avec la quotient intellectuelle? On peut parler, mais bon, on va prendre cette valeur-là. C'est ce qu'on peut regarder également. Et en fait, quand on regarde, est-ce qu'il y a une corrélation entre la taille du cerveau, le poids du cerveau et le QI? Il n'y en a aucune. Et juste pour information, Einstein avait un cerveau tout petit et pas très lourd. Donc, bon, voilà, c'est juste le contre-exemple, mais quand même, on peut le garder en tête. Donc ça, c'est une différence, mais c'est une différence de volume qui ne veut pas dire grand-chose. Ensuite, il y a d'autres choses qu'on peut regarder dans les cerveaux. Donc, on peut enregistrer l'activité du cerveau quand on fait une activité. Et ensuite, on peut regarder la structure fine des régions du cerveau. Donc, la première chose qu'on va faire, là, c'est regarder est-ce que, quand on fait des activités, il y a des activations différentes entre le cerveau des hommes et des femmes. Et là, je vais vous en parler parce que ça, c'est une tâche qui a été énormément citée dans la littérature, justement pour dire, mais en fait, il y a des différences entre le cerveau des hommes et des femmes. Donc, je vous la montre. C'est une tâche typique qui s'appelle la tâche de rotation mentale, où vous voyez cette figure, et ensuite, on vous présente ces deux-là, et vous devez dire, en faisant une rotation mentale, laquelle de ces deux figures est celle-là tournée dans votre tête. Donc, si vous savez faire ça, vous dites, c'est celle-là. Ici, je m'adresse à des personnes qui probablement font cette tâche très facilement. Donc ça, c'est une tâche de rotation mentale. Et c'est une des tâches, quand on la fait passer à des garçons et des filles, on observe une différence d'activation dans le cerveau et également dans les performances. Souvent, les hommes performent mieux que les femmes et on observe des activités différentes dans le cerveau. Donc ça, c'est une observation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on peut se poser la question, est-ce que l'environnement des garçons et des filles est le même? Et en fait, pas tout à fait. Je vais vous en parler après, mais là, je vais commencer à amorcer la solution.
Les garçons et les filles ne vivent pas tout à fait dans le même environnement, même si on croit que c'est le cas, et ils ne font pas tout à fait les mêmes activités. Et il y a quelque chose que font énormément plus les jeunes garçons que les jeunes filles, c'est jouer à des jeux vidéo. Et les jeux vidéo, c'est des jeux où en fait vous faites tout le temps des tâches de rotation mentale sans le savoir, mais ça va vraiment entraîner votre capacité à faire des tâches de rotation mentale. Donc vous êtes dans l'espace, vous devez voir au-dessus, en dessous, passer de côté. Et il y a des chercheurs qui se sont dit, mais peut-être qu'en fait, ce qu'on voit là dans le cerveau, c'est pas l'effet de la tâche de la rotation mentale, c'est une expertise qui serait différente pour les garçons et les filles. Donc, c'est ce qu'on regarde. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les activations et les performances qu'on observe dans ces tâches de rotation mentale, en fait, elles sont corrélées à l'utilisation des jeux vidéo. Et quand on prend des filles qui n'ont jamais joué qui on peut jouer à des jeux vidéo et qu'on les entraîne, et donc 10 heures d'entraînement, ça suffit, on voit directement que l'effet se réduit. Donc, en fait, ce qu'on observe dans le cerveau, c'est juste un effet de l'activité, de l'expérience. Et un autre exemple, il y a des pilotes d'avion qui ont été testés. Donc, pilotes d'avion, c'est pareil. En fait, ils sont très, très forts pour faire ces tâches de rotation mentale parce que ça fait partie de leur pratique quotidienne. Et chez les pilotes d'avion, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes dans ces tâches-là. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que les performances, elles sont corrélées au nombre d'heures de vol. Donc, quand vous observez des différences ici, elles sont uniquement dues à l'expérience qu'on a eue et à l'environnement dans lequel on a grandi. Et les jeux vidéo, c'est vraiment des jeux qui vont permettre de développer et la géométrie dans l'espace, mais aussi la rapidité et la compétition. Donc là, le cerveau, c'est vraiment quelque chose qui est plastique, c'est vraiment comme un muscle. Vous pouvez l'entraîner de la même manière qu'un muscle. Et ce que vous allez faire avec votre cerveau, et ce qui va recréer, c'est l'environnement, enfin, ça va être l'image de ce que vous avez fait comme activité. Et on voit vraiment l'impact des activités et de l'environnement. Donc ça, c'est pour les activités, l'activation dans le cerveau. Et il y a d'autres choses qu'on peut faire quand on regarde des cerveaux, c'est regarder l'anatomie fine. Donc un cerveau, c'est fait de creux et de bosses. C'est comme si vous aviez un gros ballon qu'il faut faire rentrer dans la boîte crânienne, et c'est pour ça que ça fait des creux et des bosses. Et on peut regarder l'anatomie fine du cerveau, regarder l'épaisseur corticale, etc. Et donc il y a plein de régions dans le cerveau. Et quand on regarde région par région, on peut voir qu'il y a certaines régions où il y a des volumes différents selon le genre. Donc, pour une région donnée, on va observer qu'en moyenne, le volume ou l'épaisseur corticale est plus importante chez les hommes que chez les femmes. Et pour une autre région, ça va être l'inverse. Donc, il y a plusieurs régions dans le cerveau comme ça, et on peut observer, on peut décrire un profil plutôt masculin ou un profil plutôt féminin. OK? Donc, il y a toutes ces régions. Et maintenant, ce qu'on fait, donc on pourrait se dire, en fait, si on avait vraiment des profils et masculins et féminins, si on regarde toutes les régions, chez un homme, on devrait avoir que des profils masculins, et chez une femme, on devrait avoir que des profils féminins. D'accord? Alors là, ce qui a été fait dans ce papier, c'est qu'il y a les deux composantes cérébrales pour lesquelles il y avait le plus de différence entre les hommes et les femmes qui ont été prises. Et on a regardé plus précisément ce qui se passait chez tous les individus. Donc là, on prend la première composante, elle a un profil masculin ou un profil féminin. Okay? Et la deuxième composante, c'est pareil, elle a un profil féminin ou un profil masculin. Ce qu'on prédit, c'est que si on a vraiment toutes les composantes qui ont le profil féminin chez les filles et toutes les composantes qui ont le profil masculin chez les garçons, on devrait avoir ici tous les garçons qui devraient avoir un profil masculin pour cette composante et un profil masculin pour cette composante, et toutes les filles qui ont un profil féminin pour cette composante et un profil féminin pour cette composante. Donc ça, c'est la prédiction. Ensuite, on regarde les données, et les données, en fait, ce n'est pas du tout comme ça. Donc là, rappelez-vous, on a pris les deux composantes pour lesquelles il y avait le plus de différence entre les hommes et les femmes. Et en fait, c'est une superposition complète des distributions. Ça veut dire que chez un garçon, on va avoir un profil masculin pour une composante et un profil féminin pour l'autre. Donc, ce n'est pas du tout qu'on a une distribution binaire, c'est qu'en fait, on a vraiment une mosaïque de distribution. Et ce qu'on observe, c'est plutôt ça. On va avoir certaines composantes chez les garçons qui vont avoir le profil féminin et d'autres le profil masculin, et chez les filles, pareil. Et donc, il y a autant de différences anatomiques entre le cerveau d'un homme et le cerveau d'une femme qu'entre le cerveau de deux hommes ou qu'entre le cerveau de deux femmes. Donc, pareil, quand on regarde la structure fine du cerveau, ça ne permet pas du tout d'identifier le genre de la personne en regardant juste la structure fine du cerveau. Donc, à la naissance, il n'y a aucune différence entre les garçons et les filles. Dans le cerveau, on ne trouve pas de différence. Et si on en met en évidence, c'est juste l'expression de l'activité qu'on est en train de faire. Donc, cette différence biologique, elle ne tient pas vraiment la route. Et il nous reste l'hypothèse d'une construction culturelle ou de l'effet de normes sociales qui aurait un impact et qui entraînerait les différences qu'on observe.
Sauf qu'avant de passer directement à la norme sociale, il y a une question qui est l'envie. C'est-à-dire que comment vous expliquez que les garçons ont envie de jouer aux jeux vidéo et pas les filles, et ne me dites pas que c'est juste les copains. Ben, je vais en parler par la suite. Oui, ouais, je viens à ce point-là juste après. C'est pas social, ça. Pour moi, c'est pas social. J'adresse ce point juste après quand je parle de la construction des normes sociales. Et si jamais je ne réponds pas à la question, vous me redemandez. Donc, la question des normes sociales, alors pourquoi je parle de normes sociales? Parce qu'on va observer des performances ou de l'évaluation des performances différentes pour les garçons et les filles. Donc, je vais d'abord vous présenter ça, l'effet des stéréotypes, dont vous avez probablement déjà entendu parler, qui vont affecter les performances d'un groupe, donc ici les femmes dans des domaines scientifiques, et également les biais de genre qui ne vont pas affecter cette fois les performances des personnes qui font les tâches, mais la façon dont on évalue ces performances. Donc la première chose qui sont les stéréotypes et qui vont toucher les élèves, les étudiantes, mais les chercheuses et qui vont toucher plein de personnes. Donc je vous montre une manip, mais il y en a plein. Cette manip qui a été faite auprès d'élèves qui avaient à peu près 12 ans. Donc c'était un grand groupe d'enfants au collège. Et il y a la moitié de filles dans le groupe. Et en fait, on les sépare en deux groupes qui ne se parlent plus. Donc, il y a un groupe constitué de garçons et de filles et un autre groupe constitué aussi de garçons et de filles. Il y a un groupe à qui on dit, vous allez faire un test de géométrie, vous allez regarder cette figure pendant 1 minute 30 et ensuite vous avez 5 minutes pour la reproduire. Et le deuxième groupe, on leur dit, vous allez faire un test de dessin, vous allez regarder cette figure pendant 1 minute 30 et ensuite vous avez 5 minutes pour la reproduire. Donc, c'est exactement le même test, c'est juste la consigne qui change, le mot géométrie ou le mot dessin. Et ensuite, on regarde les performances des enfants dans les deux groupes. Dans le groupe géométrie, donc ici, le score, plus il est haut et mieux c'est. Dans le groupe géométrie, les garçons sont meilleurs que les filles, alors que dans le groupe dessin, les filles sont meilleures que les garçons. Donc, ce qu'on voit ici, c'est vraiment l'expression d'un stéréotype, en fait, d'eux-mêmes. C'est que les filles sont pas bonnes en géométrie et effectivement, quand on les met dans une condition de géométrie, ça va induire des performances qui vont être moins bonnes. Par contre, que les garçons sont pas bons en dessin. Et quand on les met dans une condition de dessin, ça va induire des performances chez eux qui sont moins bonnes. Très intéressant, c'est de dire que mettre le mot géométrie, ça, c'est moins bien que mettre le mot dessin. Si on regarde les résultats, en dessin qu'en géométrie. Et les filles surperforment. Oui, mais je trouve que c'est très intéressant. Et ça, pour des matheux, ça prouve que faire des maths, ça fait peur. Tout à fait. Ça, c'est sûr. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est que les résultats diffèrent uniquement selon la consigne et pas du tout selon le test qu'on fait. Et ça, donc, c'est le stéréotype et la menace du stéréotype. Les filles, quand on leur dit qu'elles vont faire un test de géométrie, elles ont peur et elles sont moins bonnes. Donc, c'est vraiment la menace du stéréotype. Donc ça, c'est une chose. Je vous montre une autre diapo sur tous ces stéréotypes ou ces menaces qui peuvent affecter les performances, parce que je pense que c'est important aussi à savoir. Donc ça, c'est des manips qui ont été faites aux États-Unis. C'était une école d'ingénieurs, donc il y avait des filles et des garçons. Et alors là, on leur dit qu'elles vont passer un test d'ingénierie. Et il y a deux groupes. Donc on teste les filles. En fait, elles vont arriver dans la salle et il y a un participant qui va arriver à côté d'elles, mais le participant, lui, il sait qu'il fait un test. Les filles, elles pensent qu'elles sont en train de passer un examen. Et par contre, le garçon, lui, il est de mèche avec ceux qui font passer l'expérience. Il va s'asseoir à côté d'elle. Donc, elles sont en binôme, il va s'asseoir à côté d'elle. Dans la moitié des cas, on va créer ce qu'on appelle une ambiance sexiste. Et ici, par ambiance sexiste, c'est juste dans la position que va avoir le garçon qui va s'asseoir à côté de la fille. Donc, il n'y a rien, verbalement, il ne se passe rien. C'est juste qu'il va s'asseoir beaucoup plus près. Il va la regarder pendant qu'elle passe l'examen, enfin, la déshabiller du regard. Et il va avoir une posture dominante, les jambes écartées et les épaules en arrière. Donc, juste dans la posture qu'il a. Donc, ça, c'est un groupe qui passe l'examen avec ambiance sexiste. Et l'autre groupe, il n'y a pas d'ambiance sexiste. Donc, la personne ne s'assied ni trop près ni trop loin, la regarde pas, fixe pas la fille pendant qu'elle est en train de faire l'examen et n'a pas une posture dominante. Et on regarde ensuite les performances des filles dans cette tâche-là et on compare en fonction de est-ce qu'elles étaient dans le groupe ambiance sexiste ou pas. Et ce qu'on voit, c'est que ici, donc c'est pareil, plus c'est haut, mieux c'est. Dans la condition non sexiste, les performances des filles sont meilleures que dans la condition sexiste. Et ça, en fait, c'est hyper important à garder en tête parce que souvent, on a tendance à dissocier les problèmes de sexisme ordinaire du reste, mais en fait, ça a même un impact sur les performances qu'on peut observer chez les élèves, chez les étudiants, chez les chercheuses. Donc là, je parle beaucoup de stéréotypes chez les femmes, mais
c'est pas qu'un truc de femme, les stéréotypes. Donc, je vous montre juste une manip de stéréotypes chez les garçons. La même expérience en mettant un garçon en posture dominante et un garçon qui passe l'examen. Enfin, ça marche. Non, ça n'avait pas été fait. Mais là, ce qui marche en tout cas, c'est que juste une ambiance sexiste, ça va avoir un impact sur les performances des filles. Pas mal, ça peut faire le même effet. Notre manip, en fait, ça c'est plus pour vous montrer que donc, les stéréotypes, c'est pas qu'une histoire de filles. Donc là, c'est à Stanford, ils testent, donc c'est pareil, c'est une expérience. On sélectionnait les étudiants qui étaient vraiment super forts en maths, et il y a 2 groupes. Donc ils arrivent dans la salle où ils vont passer le test, et en fait, sur la table, là où ils attendent, dans la salle d'attente, il y a plein d'articles sur le fait que les Asiatiques sont super forts en maths, sont vraiment bien meilleurs en maths. Et pendant 2 minutes, ils attendent et ils regardent ces articles. Et ensuite, on vient les chercher pour passer l'expérience. On dit, bah oui, en fait, les Asiatiques sont super forts en maths, on aimerait bien comprendre pourquoi, et vous allez faire le test. Donc ça, c'est le premier groupe. Et le deuxième groupe, ils arrivent, il n'y a pas d'article sur la table, ils attendent 2 minutes, on vient les chercher et on leur dit juste, on veut comprendre comment les performances en maths fonctionnent. Et aucune référence au fait que les Asiatiques sont super forts en maths. Et ce qu'on regarde, c'est les performances, la différence de performance dans les 2 groupes. Ceux à qui on a dit, on comprend pas, on veut comprendre pourquoi les Asiatiques sont super forts en maths par rapport à vous, et ceux à qui on n'a rien dit. Et donc là, ce qu'on voit, pareil, plus c'est haut, mieux c'est. Ceux à qui on a juste fait passer un test de maths sans faire référence aux Asiatiques, ils sont meilleurs que les sujets à qui on a dit qu'on voulait comprendre pourquoi les Asiatiques étaient meilleurs en maths. Et quand on les débriefe et on leur demande qu'est-ce qu'ils ont trouvé, ils ont dit, mais j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour résoudre ces problèmes, c'était compliqué. Encore une fois, c'est les mêmes problèmes, enfin, tout le monde a les mêmes problèmes. Et donc là, en fait, en 2 minutes, on peut induire un stéréotype. Alors, ils disent, j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour résoudre les problèmes. Et ça, quand on entend ça, quand on fait des sciences cognitives, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau? Comment, en fait, le stéréotype va affecter notre traitement cérébral? Donc là-dessus, on a essayé de comprendre comment ça fonctionnait, le stéréotype, et je vous montre ça vraiment rapidement. Donc quand on fait un test, n'importe quel test, et qu'on va enregistrer vos performances, pour faire, mais dans la vie quotidienne, c'est vrai, vous avez besoin de ce qu'on appelle des ressources exécutives. Et les ressources exécutives, c'est toutes vos fonctions de mémoire à court terme, processus d'inhibition, de flexibilité, d'attention. Ces ressources-là, elles sont en capacité limitée et elles sont super importantes, et quand on fait un examen, un test, mais aussi dans la vie de tous les jours. Mais c'est vraiment en ressources limitées. Quand vous êtes sous la menace du stéréotype, il y a 3 effets qu'on observe. Donc, le premier effet qui a un effet physiologique et qui a un effet de stress, je pense que ça va vous parler. Donc là, vous avez le rythme cardiaque qui s'accélère, une sécrétion de cortisol et la sudation. Mais il y a aussi d'autres choses, c'est que comme vous êtes en train de, vous avez peur et vous monitorez en continu vos performances. Est-ce que j'y arrive? Est-ce que je suis en train d'y arriver? Et en plus, ce que vous faites, c'est vous faites des efforts pour réprimer toutes les pensées négatives que vous pourriez avoir sur le fait qu'en fait, vous faites un exercice de maths alors qu'on vous a dit que depuis tout le temps que vous étiez nul en maths. Donc, pour gérer vos effets physiologiques, monitorer en continu ce que vous êtes en train de faire et réprimer ces pensées négatives, vous avez besoin de ressources exécutives. Et donc, pour faire ça, vraiment, ça va manger vos ressources exécutives. Cette capacité limitée, il va y avoir une partie de vos ressources exécutives qui va être dédiée à faire diminuer cette menace du stéréotype. Et comme je vous ai dit, c'est en quantité limitée. Donc, si vos ressources exécutives, elles servent à faire tout ça, c'est toutes les ressources exécutives que vous n'aurez pas, qui ne seront pas dédiées à faire la tâche que vous êtes en train de faire. Et du coup, ça va faire chuter vos performances dans la tâche. Donc ça, c'est vraiment l'explication cognitive de la menace du stéréotype. Et ça marche aussi pour les tracts, non? Oui, oui, c'est les mêmes effets. C'est les mêmes effets de stress. Donc ça c'est ce qu'on appelle le stéréotype. Et il y a autre chose qui interfère, c'est les biais. Donc là, les biais, ça va impacter toutes les personnes qui évaluent les autres. Donc les enseignants, les enseignantes, mais ça va aussi impacter les parents, les encadrantes, les directeurs, directrices de thèse, etc. Donc là, je vous montre juste 2 manips. Ça, c'est une manip qui a été faite auprès de professeurs de biologie, de chimie et de physique qui devaient recruter un ou une lab manager. Et ils reçoivent un CV. Et donc, il y a la moitié qui reçoit le CV avec le prénom de Jennifer et l'autre moitié qui reçoit le CV avec le prénom de John. C'est exactement le même CV. Et on demande à chaque personne, chaque professeur, d'évaluer sur une échelle de 1 à 7
les compétences de cette personne. Est-ce qu'ils ont envie de le recruter? Est-ce que s'il vient dans le labo, ils auront envie de le mentorer? Et le salaire qu'ils vont lui proposer. Et ensuite, on regarde la différence entre le CV de Jennifer et de John, sachant que c'est exactement le même CV. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que systématiquement, John est mieux évalué que Jennifer et on offre un meilleur salaire à John qu'à Jennifer. Donc là, encore une fois, c'est exactement le même CV qui a été envoyé à tout le monde. Et ça, on le voit sur les CV, mais on le voit aussi sur des bulletins scolaires. Donc, on avait regardé des bulletins scolaires. Et là, en fait, pour les mêmes notes que vous avez sur les bulletins, les filles sont souvent qualifiées de studieuses ou de bonnes élèves, alors que les garçons sont qualifiés de ils sont brillants, ils sont doués. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes commentaires qui sont faits sur des bulletins scolaires, encore une fois, avec les mêmes notes. C'est vrai également pour les lettres de recommandation, où ce n'est pas les mêmes adjectifs qui vont être utilisés pour décrire les filles et les garçons. Et là, j'ai une autre manip qui a été faite. Donc là, ce qui a été fait, c'était des réponses à un appel d'offres. Donc, il y a des dossiers qui sont envoyés, on répond à un appel d'offres et on demande aux personnes, aux rapporteurs et aux rapportrices qui vont évaluer le projet de estimer la compétence de la personne qui a présenté le projet. Donc, de manière subjective, les évaluateurs doivent donner un score de compétence. D'accord? Donc, c'est ce que vous voyez ici. Ça, c'est le score de compétence qui a été donné par les évaluateurs et les évaluatrices qui ont évalué les projets de recherche. Donc, c'est très subjectif. Et on a regardé pour les personnes qui avaient envoyé les projets, on voulait une valeur objective. Il y en a plusieurs, mais je rapporte que celle-là, mais dans le papier, il y en a plein d'autres qui ont été utilisées. On a regardé, pour avoir une idée de la compétence, un peu une valeur plus objective, le nombre de papiers qui avaient été publiés par cette personne avec une place d'auteur estimable, premier auteur, et les revues, facteurs de la revue dans laquelle ça avait été envoyé. Et donc ça permet de calculer un score d'impact de la personne et qui est une approximation d'une compétence un peu objective. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que donc, pour le même score de publication, donc ici vous avez les femmes et ici vous avez les hommes, et ces personnes n'ont pas du tout été évaluées avec des scores de compétences similaires. Donc là, les femmes, avec le même niveau de publication, premier auteur dans des journaux à haut impact factor comme les hommes, elles sont toujours évaluées comme étant moins compétentes que les hommes. Et comment on met ça en place? Donc là, je vous ai dit, c'est un problème de normes sociales. C'est ça qui va construire, c'est la culture dans laquelle on baigne. En fait, on baigne dans une culture genrée. Et je vais vous montrer maintenant les exemples. Et c'est cette culture-là, si on veut comprendre les mécanismes, pour pouvoir agir sur cette culture-là, il faut comprendre les mécanismes qui permettent l'apparition des stéréotypes, et en fait, ça apparaît très, très tôt, le renforcement de stéréotypes, et qui vont faire que les filles et les femmes vont s'éloigner de domaines scientifiques ou domaines où on a besoin d'un caractère d'être brillant. Donc, on regarde maintenant la construction d'une culture genrée. On peut regarder comment ça se met en place, et on va repartir chez l'enfant. Donc, j'ai juste un exemple après pour chacun, mais il y a une littérature énorme là-dessus. Donc, je donne juste cet exemple sur l'interprétation des pleurs de bébé. En fait, le pleur des filles et le pleur des garçons, ils ne différencient pas. C'est exactement le même pleur, la même tonalité, c'est tout pareil. Et en fait, quand on fait des expériences, on peut vous dire, là, c'est un garçon qui pleure, ou là, c'est une fille qui pleure. Et en fonction du genre qu'on va attribuer au pleur, on ne va pas interpréter le pleur de la même façon. Si on nous a dit que c'était un garçon qui pleurait, on va dire, il est en colère. Et si on nous a dit que c'était une fille qui pleure, on dit, elle a peur. Donc, là, ce qu'on voit, c'est que juste en mettant un genre sur un pleur, et qui a un genre et qui n'a rien à voir avec le genre réel du bébé qui pleure, on n'interprète pas de la même façon ces pleurs. Quand on regarde dans les crèches, en fait, il n'y a pas du tout la même façon de vivre et d'interagir avec les bébés garçons et les bébés filles. Les garçons ont beaucoup plus de contact physique, ils sont beaucoup plus stimulés au niveau moteur. Le langage qu'on utilise avec eux est fonctionnel. Et ils vont être moins consolés, hein, on les apprend à être forts. Et plus nourris, en fait, c'est les premiers nourris à la crèche avant les filles. Et on valorise énormément l'autonomie. Alors que pour les filles, il va y avoir un langage qui est beaucoup plus affectif, émotionnel, d'expression d'émotions. On les encourage vraiment à exprimer leurs émotions. On les complimente sur leur apparence physique. On commente l'apparence physique, ce qu'on ne fait pas avec les garçons. On les encourage à être obéissantes et beaucoup moins à être autonomes. Et elles sont beaucoup plus incluses dans des activités collectives que les garçons.
Et donc ça, en fait, dès tout petit, il va y avoir une façon différente d'interagir avec les garçons et les filles. Donc ça, c'est à l'extérieur. À la maison, c'est pas tout à fait les mêmes jouets qui vont être proposés aux garçons et aux filles. Alors évidemment, vous allez me dire, non, mais moi, chez moi, ma fille, elle a eu les caplas et les jeux vidéo comme mon garçon. C'est vrai, là, ce que je vous montre, c'est des moyennes. Et c'est bien les moyennes, en fait, qui créent une norme sociale et qui créent la culture. Donc les garçons ont beaucoup plus des activités de motricité, de foot, de capla, les Lego, tout ce qui est construction, jeux vidéo. Et ça, c'est vraiment des jeux et des activités qui vont favoriser déjà la compétition et la rapidité. Quand on joue au foot, il faut être rapide et on est en compétition avec une autre équipe. Et à la fin, quand on a gagné le match, à la fin de l'après-midi, tout le monde va nous féliciter, les copains, mais aussi les parents. Et ça va renforcer l'estime de soi. Quand on est une fille, on a beaucoup moins des jouets comme ça. Et encore une fois, je vous donne des moyennes. Il va y avoir beaucoup plus des jeux de livres, de déguisements, de dinettes et de marchandes. Et quand on joue à la marchande et qu'on vend des tomates et des patates toute l'après-midi avec sa copine, c'est beaucoup moins valorisant en termes d'estime de soi. Et les parents ne vont pas s'extasier parce qu'on a vendu 4 kilos ou 5 kilos. Et en vrai, ça a vraiment un impact sur la façon dont on va grandir et sur le développement d'une capacité et à aimer la compétition ou pas. Donc ça, c'est à la maison. Il y a l'analyse. Alors ça, c'est l'analyse des requêtes qui sont faites sur Google. C'était avant les large language models. Donc, je pense que maintenant, c'est ChatGPT qui a interrogé là-dessus, mais avant, c'était Google. Et on regarde. Et au-delà de se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire pour des parents de demander à Google si son fils est un génie ou sa fille est en surpoids, au-delà de ça, les questions, il y a 2 fois plus de questions qui sont posées par les parents sur mon fils est-il un génie plutôt que ma fille est-elle une génie. Et par contre, pour les filles, c'est beaucoup plus 2 fois plus, ma fille est-elle en surpoids que mon fils est-il en surpoids, sachant qu'aux États-Unis, les filles sont autant en surpoids que les fils. Enfin, c'est pas que là, on a une proportion qui reflète la réalité. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. On a fait des études dans les musées, donc des musées scientifiques où les parents vont avec leurs enfants dans les musées scientifiques. Donc, il y a un vrai. Il y a quelque chose. Enfin, on veut que les enfants fassent de la science ou au moins découvrent la science dans des bonnes conditions. Et les parents passent 3 fois plus de temps à expliquer les faits scientifiques et les relations de causalité à leurs garçons qu'à leurs filles, alors qu'ils ont fait l'effort de partir au musée avec leurs enfants. Et en question de tâches ménagères, donc ça, c'est les données qui sont sorties en décembre 2024, je ne parle pas des années 70. À 10 ans, les filles participent plus à toutes les tâches domestiques que les garçons. Donc ça, c'est des données en France. Ça, c'est ce qui se passe à la maison. À l'école, quand on regarde les livres scolaires, donc dans les manuels de CP, les femmes représentent seulement 3% des personnes qui exercent un métier scientifique, mais 70% des personnes qui font la cuisine ou le ménage. Et en seconde et en première, c'est la même chose. Quand on regarde les livres scolaires, les hommes représentent 97% des biographies de personnages scientifiques. Et c'est pareil pour les livres littéraires. Si vous avez des enfants qui ont été en première et qui passent le bac français, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup moins de textes de femmes autrices que d'hommes auteurs. Les interactions des enseignants sont pas là. Ce que je vous ai montré pour la crèche, en fait, on le retrouve de manière assez similaire à l'école, avec des interactions des enseignants et des enseignantes qui sont différentes avec les enfants et avec des attentes qui sont différentes. On accepte beaucoup plus qu'un garçon soit passage en classe ou prenne la parole. En primaire, il y a maintenant toute une discussion sur les cours d'école où en fait l'espace n'est pas distribué de la même façon pour les garçons et les filles. Donc ça, c'est vrai dans les cours de primaire. Après, quand il y a des terrains de foot ou des terrains de basket, c'est principalement des terrains qui sont occupés par les garçons. Donc là, en fait, on avait des données aussi avec des petits traceurs où on sait exactement la place qu'ont occupé les filles et les garçons dans les écoles. Et on voit que donc, les garçons occupent 80% de l'espace central et les filles 20% de l'espace qui est en périphérie. Et sur le temps de parole qu'il leur est donné, les garçons, c'est 70% du temps de parole et les filles 30%. Et les questions qu'on pose aux garçons et filles ne sont pas les mêmes. Les garçons, c'est beaucoup plus des questions de réflexion. Et les filles, c'est des questions pour. On leur demande de répéter ce qui a été dit la fois d'avant. Donc ça, bien sûr, c'est de manière complètement insidieuse. Personne ne se rend compte qu'on est en train de faire ça. Mais c'est ce qui permet d'expliquer comment cette culture va se construire petit à petit. Je reviens rapidement sur l'école parce que là, il y a des données qui sont assez effarantes. Je vais parler rapidement. Ça, c'est une étude qui est sortie l'an dernier dans Nature. Donc, c'est toutes les cohortes d'enfants qui sont suivis, les cohortes de CP et de CE1 qui ont été suivis pendant 5 ans ou 4 ans, je ne sais plus. Et on a évalué les scores en français et en maths en début de CP, en milieu de CP et à la fin du CP.
Au début de CP, quand les enfants arrivent à l'école, il n'y a pas de différence de performance en maths et les filles sont meilleures en français. Et dès la deuxième évaluation qui est faite en janvier-février, là, on observe déjà qu'en maths, les filles sont moins bonnes que les garçons. Donc, c'est très rapide. C'est probablement l'installation assez rapide des stéréotypes. Cet effet qu'on observe a été moins présent en période Covid, où les enfants restaient à la maison. Donc, on pense que l'école permet de renforcer, pas de créer, parce que les stéréotypes sont là, mais de renforcer d'une certaine façon les stéréotypes. Probablement en partie parce que les enseignantes, parce que c'est principalement des enseignantes en primaire, avaient peur des maths, avaient peur des matières scientifiques, et que d'aborder des questions de maths et de sciences, c'est compliqué pour elles, et on voit qu'elles transmettent cette peur aux filles et pas aux garçons. Donc, il y a des études qui sont faites actuellement là-dessus, sur comment changer ça. Donc ça, c'est en CP-CE1, donc en fait, ça se construit très tôt. Et après, en terminale, donc maintenant, il y a le choix des spécialités. On doit garder que 2 spécialités, alors qu'avant, ce n'était pas tout à fait le cas. Donc ça, c'est une réforme qui a eu lieu en 2021, 2021. Et ça, en fait, ça a un effet catastrophique sur le choix qui est fait des spécialités. Donc maintenant, là, on se retrouve avec 50% de filles qui font aucun enseignement scientifique, contre 30% de garçons, et 70% de filles qui font même plus de maths du tout en terminale. Et donc, évidemment, là, en fait, quand on regarde les données, donc là, vous avez toutes les filles, celles qui ont passé un bac scientifique, donc, où il y a maths et autre chose, et celles qui passent un bac autre. On voit qu'on n'a plus que 17, dans les filles, il y a plus, la proportion, c'est 17% des filles qui vont passer un bac scientifique. Donc ça, déjà, on se met dans une situation où ça va être difficile pour la suite. Et là, c'est aussi le suivi depuis les années 60 sur les effectifs des bachelières et des bacheliers en parcours scientifique. On voit que jusqu'à la réforme des spécialités, donc jusqu'ici, le taux de bachelière scientifique s'approchait du taux de bachelier scientifique. Avant la réforme, on était à presque 48% de femmes qui faisaient des bacs scientifiques, donc à peu près la parité. Et depuis la réforme, on a chuté à 35%. Des choses qui avaient été anticipées. Alors, ça avait été complètement anticipé, mais pas pris en compte. Vous savez pourquoi il y a eu la réforme? Il n'y a pas assez. C'est à prendre Pour gagner de l'argent. Non, il n'y a pas assez de profs de maths. Il n'y a pas mais ça, c'est une. Enfin, C'est l'unique. donc, bon, là, on parle du bac. Je vais juste revenir sur l'aspect de compétition et des examens, parce que donc, je vous ai montré là on voit que les enfants, on ne va pas les mobiliser de la même façon sur les aspects de compétition et de l'activité, que les garçons beaucoup plus dans des tâches qui vont permettre la compétition que les filles. Et en fait, c'est vrai que ça, du coup, ça va construire, ça va faire qu'on va observer des choses différentes chez les filles et chez les garçons. Donc ça, c'est un papier qui vient de sortir. C'est des données, donc il y a plus de 25 000 étudiants et étudiantes qui ont été suivis. C'est dans une filière biosciences, donc il y a autant de filles que de garçons, enfin même plus de filles. Mais par contre, on a regardé les notes qu'elles avaient dans le cours de physique. Et ce qu'ils ont fait, donc ça c'est dans l'université, donc c'est pareil, c'est des cohortes qui sont suivies sur plusieurs années. Il y a certains profs qui ont décidé d'avoir cette modalité de retake exam. Ça veut dire que si on a raté l'examen, on a la possibilité de le refaire. Si on fait mieux, on garde la deuxième note. Si on fait moins bien, on fait la moyenne de la première à la deuxième. Donc, il y a certains profs qui ont fait ça et d'autres qui ont gardé la modalité, on fait passer un seul examen et c'est cette note qui compte. Enfin, ils n'ont pas un seul examen, ils ont plusieurs examens au cours de la scolarité. Donc, ça, c'est toute l'année. Donc, là, ce que vous avez, là, vous avez les matières, les fois où il y a eu la possibilité de repasser l'examen, donc c'est en rouge et en noir. Donc en rouge, c'est la première fois où on passe l'examen, et en noir, c'est la deuxième fois où on repasse l'examen, plusieurs fois dans le semestre, parce qu'il y a plusieurs examens qui sont passés. Et ici, en bleu et en vert, c'est pour les modalités où les profs disaient il n'y a qu'un seul examen. Et ce qu'on regarde ici, ce que vous avez, c'est le gender gap, c'est la différence entre les notes entre les garçons et les filles. Et en fait, ce qu'on voit ici, donc ici, il est à 0, quand on a la possibilité de refaire l'examen, il n'y a plus de différence dans les performances des garçons et des filles dans ce discipline de physique. Alors que ce qu'on voit, c'est que là, ici, c'est les examens où on a... Ah, maintenant, en fait, vous ne voyez pas ma souris. Là, on n'avait pas la possibilité de refaire l'examen, et là, on a les filles qui performent moins bien que les garçons. Donc, ce que ça montre, c'est que l'enjeu de l'examen a vraiment un impact sur les performances qu'on va obtenir. Et à la fin, là, vous avez les moyennes. Donc, au final, là, c'est la première fois qu'on passe l'examen qu'on a la possibilité de repasser, et il n'y a vraiment pas de différence entre les garçons et les filles.
La deuxième fois, peut-être qu'il y a un peu la pression et peut-être qu'il y a un petit peu quelque chose qui apparaît. Alors que là, c'est toutes les fois où il n'y avait pas de repasser l'examen possible. Et on a une note et c'est celle-là qui compte. Et donc ça pose vraiment la question de comment on évalue, qu'est-ce qu'on évalue, et aussi encore plus quand on fait passer des concours, qu'est-ce qu'on évalue. Donc là, je vous ai parlé de l'école, de la famille. Je vous parle rapidement des médias et de la culture. Dans Wikipédia, il y a seulement 15% de biographies de chercheuses. Le Monde, là, donc, il y avait une étude qui a été faite et qui a montré qu'il y avait que seulement 25% de femmes qui étaient citées. Quand on utilise des outils de traduction, on va induire des biais et ne parlons pas je vais vous parler après des modèles de langage, mais ici, la phrase que j'avais rentrée, c'est « The nurse went to see the surgeon, the one who had long hair ». Donc, en fait, j'avais quand même hyper primé la phrase « The surgeon, the one who had long hair ». Je pouvais espérer que quelque part, il y ait la traduction plus féminin que masculin, mais pas du tout. Donc, la traduction que ça donne, c'est « L'infirmière est allée voir le chirurgien, celui qui avait les cheveux longs ». Donc là, alors qu'en anglais, il n'y a pas de genre. Voilà, mais ça, il y en a 10 000 des exemples que je pourrais vous montrer là-dessus. Dans une clinique pour enfants où le garçon est courageux, la fille est sage, les jouets de Noël qui sont tellement genrés, ça c'est dans le TGV. Bon, des pubs où on ne sait même pas ce qu'on achète. Et des chaussures, je vous le dis, hein. Des lieux, des cafés où en fait il y a des comportements qui ne sont pas possibles. Mais en fait, ça se trouve très très facilement. Hein. Enfin, là, je vous montre pareil, ça vient de sortir. C'est l'analyse de toutes les, un nombre incalculable d'images et de vidéos qui sont ou sur Google, Wikipédia, Flickr, YouTube, etc. Et sur l'âge des personnes, donc les hommes et les femmes, et sur le métier que font les personnes et les femmes. Les hommes et les femmes. Donc, les femmes, là, donc ça, c'est les analyses dans YouTube. Les femmes sont systématiquement représentées comme étant plus jeunes que les hommes. Ça, c'est toutes les données YouTube. Et là, ce que vous avez, donc là, c'est le genre, et là, c'est l'âge. Non, c'est le genre, et là, c'est l'âge. Et les métiers. Et ce qu'on voit, c'est que pour les métiers qui sont plutôt moins qualifiés, comme cuisinier, homéopathe, secrétaire, stagiaire, c'est plutôt des femmes, hein, parce que là, ici, c'est femmes et ici, c'est hommes, et plutôt des jeunes. Et alors que quand on est un homme, et quand on a un métier qui est plus qualifié, bah, c'est des hommes et plus âgés. Donc ça, c'est toutes les données qu'on peut récupérer sur Internet. C'est juste pour vous donner un exemple qu'en fait, on est quand même dans une culture qui induit très fort des biais. Après, je pense que vous avez déjà vu ces publicités, parce que là, je vous parle des large language models, mais en fait, même l'éducation nationale avait fait très fort. Donc là, c'était pour recruter les enseignants. Bon, voilà, Laura qui avait des rêves, mais Julien des ambitions. Je bouquine un peu avachie sur mon étagère versus j'ai mon ordi, c'est la nuit et j'ai les manches retroussées, je suis en chemise. Et donc ça, c'était en 2011 et ça a été énormément critiqué, on en avait beaucoup parlé. Et en 2021, ils ont refait une campagne et on s'était dit, bah, ça va aller mieux. Bah non, pas du tout. Professeur des écoles, le rose et les gommettes, bah, c'est toujours pour les femmes. Par contre, professeur de collège ou de lycée avec le tableau blanc derrière et les manches retroussées, bah, c'est pour les hommes. Et je ne sais pas comment c'est possible, mais quand même, c'est possible. Donc là, on rigole, mais c'est quand même des messages très forts qui sont envoyés auprès du grand public et auprès des jeunes. Sans parler donc des réseaux sociaux où ici, on vend un blouson qui est unisexe. Donc, c'est le même blouson qu'on vend pour les filles et les garçons, mais ce n'est pas tout à fait la même pub qu'on fait pour les filles et les garçons. La fille, on voit pas son visage, on voit juste ses épaules, ses fesses, et c'est vraiment le même blouson. Enfin, et ça, en fait, on est tellement habitué qu'on se rend même plus compte qu'on vit dans un environnement qui crée quand même des images et qui va induire une perception différente de l'environnement. J'essaie d'avancer parce que je crois que je vais déborder sinon. Juste pour vous dire, je vous ai parlé du sexisme ou du sexisme involontaire ou du sexisme ordinaire qui va se passer. En fait, ça va vraiment avoir un impact parce que quand on fait des études sur la façon dont les filles et les garçons subissent le sexisme, on voit que tout le monde subit du sexisme, mais les filles en subissent plus que les garçons. Et probablement, ça a aussi une incidence sur les performances qu'elles vont avoir. Je passe. Je suis désolée, je suis très longue. Alors, bon, on voit tout ça. Et puis, on peut se dire, au-delà d'un problème d'égalité entre les hommes et les femmes, est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'il y ait plus de parité? Est-ce que au-delà du problème d'égalité, est-ce qu'on a y gagné, est-ce que la société a à y gagner, à part seulement les femmes, qu'il y ait plus d'égalité? Ben oui,
Donc là, on se retrouve dans une situation où il n'y a pas assez de femmes dans tous les domaines scientifiques et de l'innovation, dans les métiers qui sont très rémunérés, et également dans les structures de décision. C'est vrai au sein du public, c'est vrai au sein du privé, et c'est vrai au sein des structures politiques aussi. Et ça a des effets. Déjà, ça a des effets au niveau de l'économie. Donc, si on avait une vraie parité dans l'innovation, donc s'il y avait autant d'innovatrices que d'innovateurs, il y aurait une augmentation du taux de croissance de production de 70%. Et ça, s'il y avait ça, ça voudrait dire qu'il y aurait un gain de 22 milliards d'euros en termes de PIB, et en termes de recettes fiscales, par derrière, c'est à peu près 10 milliards d'euros. Donc vraiment, déjà, ça change les choses. Le coût des discriminations, c'est 14% du PIB. C'est du fait des inégalités salariales. Il y a un manque à gagner d'argent qui n'est pas versé. Donc, c'est à peu près 150 milliards d'euros qui ne sont pas versés du fait des inégalités salariales. Et ces 150 milliards d'euros, après, derrière, c'est des recettes fiscales qui manquent, et environ 70-80 milliards d'euros. Donc, vraiment, économiquement, on a tout intérêt à mieux réfléchir à la parité. S'il y avait d'autres critères qui n'étaient pas convaincants, au moins celui-là allait. Dans les entreprises, quand il y a la présence des femmes, elle est corrélée avec des meilleurs résultats organisationnels et financiers. Et quand il y a plus de femmes dans les instances politiques locales, il y a plus d'investissement qui est fait dans tous les services et dans les infrastructures. Donc, ça va de l'école à la santé, les hôpitaux, etc. En termes d'éducation et d'innovation, il y a une étude qui est sortie cette année sur la mixité à l'université, sur d'énormes cohortes, et ils ont montré qu'en fait, quand il y avait eu de la mixité au sein des études, à l'université, il y avait des meilleurs résultats pour les filles et pour les garçons, et un meilleur bien-être pour les filles et pour les garçons. Et les travaux de recherche qui sont faits par des équipes mixtes sont plus innovants. On est en 2025, on fait face à des conflits de partout, et on sait que quand il y a des femmes qui participent aux négociations pour la résolution des conflits, ça augmente la probabilité déjà que les accords soient signés, mais soient mis en œuvre et durent dans le temps. Et en termes de santé écologie, pendant la période Covid, les pays qui étaient dirigés par des femmes, la surmortalité a été plus faible. Et en termes de crise écologique, quand il y a plus de femmes qui sont nommées au sein des parlements nationaux, c'est des pays où il y a une meilleure réduction du taux de CO2. Donc là, je vous ai beaucoup parlé des femmes, mais en fait, on peut parler des garçons aussi. Donc les garçons actuellement sont quand même éduqués avec des injonctions très fortes à la virilité, à la performance, à la réussite, avec un idéal normatif de puissance et de force qui n'est peut-être pas celui qui correspond à tout le monde. Il ne faut pas montrer ses émotions, il ne faut pas montrer ses sentiments, et il faut s'orienter vers des carrières qui vont être rémunératrices. Donc ça, c'est les injonctions très fortes qu'on a sur les garçons. Mais ça a un coût. En fait, entre 15 et 35 ans, la première cause de mortalité, c'est le suicide. Et 75% des jeunes qui se suicident, c'est des garçons. Donc peut-être quelque part que ces injonctions très fortes à la virilité ne conviennent pas à tout le monde. Et au-delà de ça, quand on peut regarder le coût de la virilité, on en parlait à midi, donc ça, c'est les travaux de Lucie Pétavin qui a estimé ça à 95 milliards d'euros pour la société. Donc en France, si on regarde les prisons, 96% de la population carcérale, c'est des hommes. 97% des agressions sexuelles, c'est des hommes qui les commettent, et 83% des mises en cause devant la justice sont des hommes. Et donc, ça a un effet énorme parce que ça a un coût pour l'État, mais un coût pour le contribuable aussi. À la fois des coûts directs, donc tous les frais de justice, les frais de force de l'ordre et les services de santé, et tous les coûts indirects derrière de perte de productivité, de traumatismes physiques, psychologiques qui vont être gérés par des familles ou des victimes. Donc, on a tous et toutes intérêt à avoir une société un peu plus paritaire. Et je vais terminer sur les solutions. Je ne vais pas être trop longue. Alors, quelle solution? La première solution, la première chose qu'on peut faire, c'est prendre conscience des biais et des stéréotypes et prendre conscience de tout ça. Et ça a vraiment un impact. Donc là, c'est les travaux d'Isabelle Régnier qui avaient montré ça avec les commissions du CNRS, que ce qui comptait, c'était de prendre conscience de ces biais et de ces stéréotypes pour essayer d'avoir une société un peu plus égalitaire. Il n'y a pas une solution. En fait, là, ce que je vous ai montré, c'est que ça agit à plusieurs niveaux de la société, de l'école à la famille, en passant par le travail, les réseaux sociaux, les médias. Et donc, il n'y aura pas une solution. Il y a plusieurs boîtes sur lesquelles il faut agir, plusieurs axes. Donc, évidemment, l'éducation nationale, on a vu l'impact de l'apparition des biais très tôt. Déjà, revoir les ouvrages scolaires, c'est pas possible que 70% des personnes qui font le ménage soient des femmes. Donc ça, c'est une chose, mais il faut vraiment réorganiser aussi les cours d'école. Il faut
former les enseignants, les enseignantes au biais le plus possible. Il faut encourager les filles dans les filières scientifiques. C'est pas qu'en fait, elles se censurent, c'est qu'elles n'ont jamais été encouragées dans les filières scientifiques. Je vous ai parlé rapidement de la réforme des spécialités. Il y a vraiment quelque chose à revoir. Le mentorat, ça marche assez bien, ça a été fait. Et les rôles modèles, donc là, il y a des manips qui ont montré que dans une classe où il y a, une classe scientifique, où il y a des fortes chances pour qu'il y ait certaines filles qui partent en classe prépa, quand il y a l'intervention d'une jeune mentor qui va ou une jeune rôle modèle qui va les motiver dans la classe, ça va faire augmenter le nombre de filles qui vont partir après en classe prépa. Donc, on passe de 30 à 45%. En gros, ça veut dire qu'il y en a une en plus. Mais avec les effectifs qu'on a, ça compte. Ça, c'est pour l'éducation nationale. Bien sûr, les médias, il faut rendre les femmes visibles, agir sur cette visibilité. Donc, on parle de Wikipédia. Nous, à l'ENS, on organise des wikitons annuels pour essayer de faire des pages sur des femmes. Mais ce n'est pas ça qui va faire qu'on va passer de 15% à 50%. Il faut que tout le monde s'y mette. Faire intervenir autant d'expertes que d'experts et pas uniquement sur les questions de parité. Communiquer sans stéréotype de genre. Bon, là, j'en ai pas du tout parlé, mais ça, c'est un autre sujet sur lequel je peux parler longuement. Et dans l'enseignement supérieur et la recherche, une solution, c'est les quotas dans les filières scientifiques assez tôt, en fait, parce que là, des lycées, on les perd. Et les quotas, en fait, ce n'est pas de la discrimination pour les filles, c'est de la discrimination positive que les garçons ont eu toute leur vie, en fait, de par la famille, de par l'école. Et c'est comme si les filles, elles nageaient à contre-courant en continu. Donc, des quotas, c'est juste pour rétablir tous ces obstacles qu'elles ont dû passer tout au long de la vie. Un soutien financier pour les étudiantes. Donc ça, c'est des choses qu'on a mis en place à l'ENS qui fonctionnent super bien. Le concours Normalia étudiante-étudiant, donc c'est une autre voie d'entrée que les CPGE. Et dans les matières, dans les disciplines où on n'avait pas assez de filles, informatique, maths et physique, on a décidé de donner une bourse à toutes les filles qui intègrent via cette voie d'entrée. Et en fait, juste ça, ça fait que maintenant, il y a plus de femmes qui appliquent, qui candidatent, qui postulent. Et qu'on recrute. Donc là, maintenant, on a mis ça en place en 2023 et c'est paritaire en maths et en physique. Il faut sensibiliser le plus possible, là, ce que je suis en train de faire, mais pour que le plus de gens soient conscients de ces biais qui existent. Alors, les femmes, on dit elles ne se présentent pas. Ben, ce n'est pas faux, parce qu'on est dans une culture qui ne nous a pas amené à vraiment nous présenter. Donc, organiser des search committees quand il y a une candidature, quand on cherche quelqu'un, réfléchir à l'impact de la maternité. Donc ça, c'est une rupture dans la carrière parce que quand on est chercheuse et qu'il y a un moment où on va beaucoup moins travailler, produire, on ne peut pas encadrer quand on est en congé maternité. On ne peut pas être remplacé non plus. Et donc là, il y a un peu une inégalité entre les hommes et les femmes. Le fait pour un homme d'avoir un enfant, ça va être un boost dans la carrière et pour une femme, pas du tout. C'est une contrainte dans la carrière. Et une des pistes de réflexion, ce serait que les congés paternité soient de la même durée que les congés maternité et obligatoires. Un peu là, ils ont fait ça en Espagne. Maintenant, ils ont mis ça en place en Espagne récemment. Et agir aussi sur les VSS, donc les violences sexuelles et sexistes. Là, je vous ai montré que ça avait également un impact sur les performances. Ce n'est pas juste pour dire on va avoir une meilleure ambiance dans le labo. En fait, il y a vraiment un impact de ces violences-là sur les performances aussi, là où on ne les attendrait pas forcément. Donc voilà, il faut y réfléchir. Et je termine, j'étais hyper long. Alors voilà, là, on ne va pas changer le passé, mais idéalement, j'aimerais bien qu'on ait un autre futur où il y ait plus de femmes présentes et aussi qu'on puisse parler des femmes et qu'elles aient les mêmes opportunités et les mêmes chances que les garçons. Voilà, je termine avec quelques références si ça vous intéresse, diverses et variées. Et je suis ravie de répondre à toutes vos questions. Merci Charlotte. On va commencer par des questions d'abord dans la salle, si vous voulez bien. Et puis les gens à distance, vous lèverez la main, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas. Antoine? On pourrait revenir à 2 slides avant. Celle d'avant. Ouais, j'arrive. Ouais, celle-ci. En fait, quand on voit ça, on a juste l'impression que si les hommes avaient les qualités des femmes, en plus, en gros, pour l'économie ou pour les conflits, ce genre de choses, c'est on incite les hommes à être compétitifs, à les attendre, de la place, à se mettre en avant, etc. Et c'est ce qui cause des conflits, c'est ce qui fait qu'au sein de direction d'entreprise, il y a moins de performance organisationnelle financière, qu'il y a moins d'investissement dans les services et infrastructures parce que c'est pas des gens qui sont incités à prendre soin d'autres personnes.
Et c'est finalement comme si c'était... En gros, ma question, c'est si on met les femmes maintenant là-dedans, c'est bien, parce que ça redonne un équilibre au niveau des qualités qui sont développées, et ça fait que l'institution ou le comité ou la société en général bénéficie de toutes les compétences qui font avancer et qui font en même temps prendre soin des choses. Et qu'en fait, dans une société où les hommes et les femmes auraient les mêmes compétences, si on met juste un groupe où il n'y aurait que des hommes ou un groupe où il n'y aurait que des femmes, ce serait bien aussi. Si on avait été exactement élevé de la même façon, oui. Alors maintenant, là, pour qu'on puisse avoir des femmes dans tous ces domaines, enfin, clairement, ça ne se fera pas tout seul. Pas de baguette magique. Donc, clairement, il va falloir pour mettre en place des mesures incitatives. Après, donc là, finalement, par exemple, je prends l'exemple des conflits, donc les négociations de conflits. On sait que s'il y a des femmes, ça va être mieux négocié. Il va y avoir des choses très concrètes qui vont être négociées, qui vont avoir des vraies incidences sur la vie des différentes personnes. Cette faculté-là, c'est pas une faculté des femmes, c'est la faculté que les femmes ont développée dans la culture dans laquelle elles ont grandi. Donc, c'est des facultés que les hommes pourraient avoir s'ils avaient grandi avec cette même culture. Donc, c'est ça qu'on peut modifier, la façon dont on éduque les garçons et les filles, à éduquer les garçons plutôt comme des filles, et les filles garder cette éducation qui est beaucoup plus dans l'écoute d'autrui et favorable à une société pacifique. Donc, dans les solutions, est-ce que c'est pas aussi donner plus les autres compétences aux garçons? Ouais, on va pas leur donner comme ça. Il faut vraiment qu'on change la façon dont on les éduque. Ouais. Il y avait beaucoup de choses qui étaient... C'est- Je vais c'est- pas dire faire des femmes des hommes, mais... Ce que tu veux dire, c'est que lutter contre les stéréotypes chez les femmes, c'est les inciter à candidater à aller de l'avant, ce qui sont des qualités de garçons. Ouais. Donc, on cherche à ce que les femmes acquièrent des qualités de garçons, mais il faudrait chercher à ce que les hommes acquièrent des qualités dites féminines, et pour avoir tous les deux, en fait, pour avoir les choix, tous les choix possibles. En fait. Chacun. Oui. Ce qui a été dit sur les garçons qui souffraient. Ouais, qui souffrent très fortement de ces injonctions dans lesquelles ils ne se retrouvent pas tous. Et surtout à ne pas exprimer ses émotions, en fait, c'est terrible. En termes de santé mentale, on voit les limites. Hein. Alors, attends, on va prendre une question à distance, on va alterner. Donc, monsieur François-Élie Kassim, vous pouvez poser votre question. Oui, alors, déjà, merci pour la présentation. Et ce que j'ai l'impression pendant cette présentation, c'est que les résultats que vous présentez, en fait, ils font écho à des résultats qui sont obtenus en sociologie depuis ces 30 dernières années. Et ce qui se passe, c'est que j'ai pas l'impression que ces résultats soient pris en compte effectivement dans l'éducation, dans les trajectoires professionnelles des femmes, ou même d'autres groupes sociaux où il y a des inégalités avec l'homme blanc, par exemple. Donc la question, c'est est-ce que vous pensez qu'il faut attendre qu'il y ait une mesure au niveau de l'État généralisée pour qu'il y ait du changement, ou est-ce qu'il faut passer par d'autres biais pour avoir vraiment un changement effectif au niveau de cette inégalité? Alors déjà, par rapport aux travaux de sociologie, c'est tout à fait le cas. En fait, là, moi, j'ai mixé plein de travaux issus de plein de domaines qui vont tous être dans le même sens. Comment faire bouger les choses? Je ne sais pas s'il y a une réelle volonté politique actuellement pour faire bouger les choses. Et en fait, du coup, on se dit que si ça ne bouge pas en haut, il faut qu'on bouge chacun de notre côté. Et c'est un peu pour ça qu'à l'ENS, mais je sais qu'il y a plein d'autres initiatives, je parle de celle-là parce que je la connais bien, on a mis en place le programme Femmes et Filles de Sciences pour mettre des actions en place tout de suite pour faire bouger les choses, donc des actions de sensibilisation, mais aussi des actions pour favoriser l'accès aux disciplines, aux filières scientifiques pour les femmes, et qu'on essaie de parler auprès des politiques et locales et nationales, avec les effets que ça a ou pas. Des rapports, il y en a eu plusieurs. Après, il faudrait qu'ils soient mis en place. C'est pas ce qui manque. Il y a quand même plusieurs rapports qui s'accumulent. Il y a très récemment la délégation aux droits des femmes qui a publié là en octobre un rapport sur la féminisation des filières scientifiques avec plein d'actions très concrètes. Si les rapportrices et les rapportrices qui ont fait ce rapport étaient entendues, étaient écoutées, ça réglerait beaucoup de problèmes. Mais est-ce que ça va être le cas? Ça, je ne suis pas capable de répondre. Mais effectivement, ça dépend de réelle volonté politique. Et si ça ne marche pas en haut, il faut que chacun et chacune, on arrive à faire bouger les choses de notre côté pour que après ça soit obligé en haut de faire bouger les choses. Merci Charlotte. Une question Merci.
J'avais été surpris d'apprendre qu'en Iran, qui est d'ailleurs la nationalité de la première femme et de la fille, c'est plus de femmes en maths. Qu'est-ce qui fait que dans ces pays, il y a, je crois, 70%, qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de femmes dans ces pays? Est-ce que c'est culturel? Est-ce qu'on a des pistes ou est-ce qu'on ne sait pas trop? Ah oui, il y a des pistes. Alors donc ça, c'est un effet qu'on observe en fait dans des pays où l'égalité homme-femme est pas du tout acquis. Donc comment on calcule? On a des critères de permettre de calculer. On a un score d'égalité. Est-ce que les femmes ont accès à la médecine? Est-ce que les femmes peuvent voter? Est-ce qu'elles peuvent être élues? Est-ce qu'elles travaillent, etc. Donc, est-ce qu'elles peuvent se promener seules? Est-ce qu'elles peuvent voyager seules? Et donc, on peut calculer ce score-là d'égalité. Et donc, dans les pays où il y a un faible score d'égalité, de manière complètement contre-intuitive, on observe que dans les domaines scientifiques, les femmes sont très présentes. Donc, il y a plusieurs hypothèses pour expliquer ça. La première hypothèse, c'est en fait, dans ces pays, souvent, les femmes c'est difficile pour elles d'avoir accès à l'éducation. Et qu'une fois qu'elles ont franchi cette barrière d'avoir accès à l'éducation et de se mobiliser pour faire des études, ça casse complètement cette barrière qu'elles ont et elles choisissent vraiment les matières qu'elles veulent faire. Et donc, la moitié va choisir de faire des matières scientifiques ou des maths. Ça, c'est une première explication. L'autre explication, c'est que souvent, c'est des écoles qui ne sont pas mixtes et que du coup, dans ces écoles pas mixtes, quand on est dans une classe, il va y avoir des filles qui vont être brillantes en maths et qui vont être soutenues parce qu'il n'y aura pas des garçons à côté pour faire le contrepoids. Et bon, là, je donne juste deux exemples. Une question de Darcy Noé Merle. Allez-y. Oui, bonjour. Moi, j'ai deux questions qui concernent un peu plus spécifiquement la menace du stéréotype. Est-ce que au niveau des filles, là je parle de la menace du stéréotype sur les stéréotypes de maths, est-ce qu'il y a un moyen d'action pour les filles pour réduire cette menace-là? Et est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des études qui ont montré s'il y a un impact de parler de la menace de stéréotype aux filles justement? Est-ce que le fait de leur expliquer que ça existe, ça renforce la menace parce que du coup ça peut peut-être les stresser d'autant plus? Voilà, c'était vraiment mes deux questions. Ouais. Alors, le fait d'en parler, normalement, alors, les données sont pas évidentes, mais ça ne renforce pas la menace. Au contraire, en fait, d'en prendre conscience, ça permet d'expliquer ce qu'on ressent. Ça ne va pas l'annuler complètement, ça permet d'expliquer ce qu'on ressent. Et par rapport au petit schéma que j'ai montré sur l'effet cognitif, il y a eu pas mal d'études de manip qui ont été faites pour essayer de faire réduire ce stress qu'on a et ces pensées négatives. Donc là, ce qui a été fait, c'est avant de faire un test, on essaie le plus possible d'agir sur ces pensées négatives et de les faire complètement disparaître avec des pensées positives. Et donc ça, c'est exactement ce que font les sportifs avant une compétition, où ils travaillent sur le mental et où ils se mettent mentalement dans je vais réussir, je suis plus fort, etc., etc. Et c'est un peu la même chose qui peut être faite pour faire réduire la menace du stéréotype avec des effets pas waouh, mais des petits effets. Merci. Merci. Oui, moi, je n'étais pas trop d'accord avec ce que vous avez dit vis-à-vis de l'Iran. Donc, moi, je viens d'un pays de l'Est. Et en fait, c'est curieux parce que je suis un homme, donc je ne peux pas parler à la place des femmes. Mais en tout cas, dans mon pays, à l'université, la majorité des profs à l'université en département de maths sont des femmes. Et il y a eu beaucoup de femmes qui ont fait de la science. Et même en France, en fait, il y a beaucoup de mathématiciennes qui viennent de l'Est. Il y a beaucoup de mathématiciennes, en fait, historiquement, quand on regarde, sont des mathématiciens qui viennent de l'Est, et pas de l'Occident. Donc, en fait, il se peut qu'il faut superposer ces statistiques aussi avec peut-être une séparation que je ne sais pas comment faire, si c'est une séparation économique ou une séparation idéologique entre l'Occident et les pays de l'Est. Parce qu'il y a quand même... Donc moi, je suis arrivé en France pour faire l'université. Donc j'ai vraiment fait mes études jusqu'à lycée dans l'Est. Mais en tout cas, quand vous voyez ces corrélations, il y a quand même une séparation aussi entre l'idéologie qui a éventuellement contribué à la télé. Je n'ai pas j'ai pas de données, etc. à vous donner, mais en tant que mathématicien, empiriquement, on peut toujours entre nous dire qu'il y a beaucoup plus de mathématiciennes qui viennent de la Russie, de l'Union soviétique, de l'Iran, etc., que d'ici, en fait. Voilà. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord que ce soit que dans l'Est, en fait, il n'y a pas accès à l'éducation pour les femmes. C'est peut-être une autre raison. En fait, là, ce dont je parlais, donc il y a des corrélations qui ont été faites, ça a été fait au niveau mondial. Après, je peux vous montrer le papier. Évidemment, enfin, il y a toujours des cas particuliers et c'est des corrélations qui sont faites sur des normes, sur d'énormes quantités de pays, etc. Donc, probablement, c'est tout à fait possible de trouver un cas particulier où c'est pas tout à fait l'explication.
orthopédiste. L'éducation, la façon d'éduquer les enfants. C'est possible. C'est possible que ce soit un fait, mais Attends, il y a des biches qui veulent intervenir. Je pense que la remarque de Morgane est tout à fait intéressante. C'est pas du tout contradictoire avec ce que je dis, qui est simplement, moi, un témoignage. J'ai vécu les écoles normales supérieures de jeunes filles, et une période où j'avais un lycée de filles, des classes préparatoires de filles, des concours réservés aux filles. Comme les profs de maths étaient des femmes, elles n'allaient pas nous décourager de faire des maths. Donc, on faisait des maths, on était des copines qui faisaient des maths, qui faisaient des maths, etc. Et c'est clair, je ne veux pas extrapoler à partir de 6 petits exemples, et je pense qu'on peut quand même le faire, qui est que il n'y avait pas de question de rivalité, qui est meilleur, etc. Enfin, c'était au niveau, en tout cas, des stéréotypes de genre, il n'y avait pas de problème. Après, on ne peut pas revenir à ce moment-là. Et c'est bien connu que c'est une période qui a facilité l'accession aux études supérieures des filles. Oui, bah oui, on en parlait en fait. Donc l'école, les Sévriennes, l'école de maths à Sèvres, où il y avait les mathématiciennes qui étaient séparées des garçons qui faisaient Ulm, où il y avait une classe de filles où il y avait le même effectif que l'école de garçons. Et donc cette non-mixité a permis après d'avoir autant de filles que de garçons dans les maths. Et quand il y avait le moment de la grègue, c'était les mêmes notes qu'il y avait entre les hommes et les femmes, donc aucune différence de performance liée au genre. C'est des vraies questions en fait, parce qu'effectivement, on n'a pas envie de revenir en arrière et de se dire que la non-mixité, c'était le moment où ça a permis d'avoir des mathématiciennes autant que de mathématiciens, mais c'est des vraies questions qu'on a actuellement sur comment favoriser des classes où les filles vont pas être en compétition avec des garçons et subir des réflexions inappropriées, etc. J'aurais juste voulu rajouter un mot là-dessus, parce que j'étais responsable des études de maths au moment de la mixité. Je passais 27 filles à 27 personnes. Personne n'a jamais réfléchi au biais qu'il y avait dans les concours. Parce que avant, quand il y avait filles et garçons séparés, on était classés, on avait les mêmes épreuves, on était classés séparément. Mais les concours des grandes écoles, ils sont en maths, en tout cas, ils sont d'un genre inimaginable. La manière de corriger, c'est des codes complètement 100% des garçons. Il faut être le meilleur, il faut faire comme ça, il faut faire ceci, il faut faire aller très vite, etc. Et il n'y a eu jamais aucune réflexion sur ces sélections-là. Donc, ma deuxième question, c'est pourquoi on n'impose pas un quota d'au moins 30% d'instituteurs? C'est impossible de faire former toutes les classes de 6 ans à 10 ans par des gens qui n'ont, la plupart du temps, jamais aimé la science, etc. Mettons des hommes, d'abord, il y en a besoin. On laisse faire, enfin, nous, on est très réfléchissants de les faire. Il y a beaucoup de femmes, parce qu'on fait des garçons, ils doivent payer la dot, et que c'est tellement mal payé de mathématiciens que c'est pas bon. Par rapport à la réflexion sur les concours, c'est des réflexions qu'on a actuellement. On voit très bien. La mixité, ça fait bien. Et sur le fait d'avoir des instituteurs aux ans que d'institutrices, bah, le problème, c'est que c'est sous-payé, que personne n'a envie d'aller faire ces métiers et que c'est pas valorisé. Et voilà, enfin, là, on va re-rentrer dans le truc des métiers non rémunérateurs pour les femmes et des métiers rémunérateurs pour les hommes. Bien, je vous propose, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'intérêt. On vous remercie grandement, Charlotte, pour cette intervention et cet exposé absolument passionnant qui bouscule un peu les évidences, et c'est très bien. Je vous propose de continuer la discussion et de continuer à aller embêter Charlotte, si vous voulez, en salle café pendant la pause. Et on vous remercie de nouveau grandement.